incendies des écoles m'ont autant choqué que la majorité des personnes et des parents, tout simplement parce qu'on ne se sent pas concerné par ces incendies. Jusqu'à présent, la ministre Verlinden, qui on pourrait très bien supposer que ces incendies ont été faits sous faux drapeau, puisque un an après, avec toutes les caméras de surveillance que nous avons, lorsqu'il s'agit de pourchasser n'importe quel criminel, on sait vite les retrouver en Belgique, avec toutes les caméras NPA qu'on a à tous les niveaux, on saurait vite faire, comment dire, le grand jour sur les coupables. Ça fait un an que ces incendies ont été commis et on n'a toujours pas de réponse. J'en ai pas plus que la ministre et je ne saurais pas me rendre coupable de quoi que ce soit, tout simplement parce qu'on a essayé de nous faire dire et de nous faire endosser cela, alors que nous étions des parents contestataires de ce programme, ce guide Evras qui a été fait par des ASBL, des associations militantes, sans d'ailleurs l'accord des parents. Il faudrait revenir en arrière sur l'historique déjà, de comment la ministre de l'époque, Marie-Dominique Simonet du groupe CDH, a mis sous couvert, comment dire, sous la pression en fait des plannings laïques, des fédérations laïques de planning familial, a inscrit l'Evras en 2012, alors que nous n'étions pas encore à la 6e réforme de l'État. Il est illégal et il ne respecte pas non plus la neutralité des écoles. Parce qu'il y a une neutralité, mais aussi on doit respecter les parents, comme la Constitution le prévoit à l'article 24, ce qui n'a pas été fait. Donc pendant 10 ans, en fait, les parents ont été laissés dans l'ignorance de ce qui se faisait sur leurs enfants, alors qu'on avait déjà commencé l'éducation sexuelle en maternelle et en primaire. On va y revenir. Juste, j'ai pas très bien compris vos propos sur les incendies. Qu'est-ce que vous insinuez que, justement, le fait qu'on n'ait pas retrouvé les coupables... Moi, je ne sais pas, je ne me sens pas concernée par cela. Et c'est très grave, d'ailleurs. C'est pas les écoles qu'on doit incendier. C'est ce guide, entre guillemets, nauséabond, qui n'a rien à faire dans nos écoles et à l'intérieur de nos écoles. Que la ministre de l'Enseignement fasse son travail, pour lequel elle est payée par nos poches, dans au terme instructionnel déjà, en termes instructionnels. Ce qui n'est pas le cas. Toutes les écoles n'arrêtent pas de protester en expliquant qu'elles n'y arrivent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont un déficit financier au niveau structurel pour pouvoir assumer les élèves au niveau déjà du B à bas, au niveau des cours instructionnels. Et on s'est déboursé près de 6 millions. C'est pas ça. C'est tout. Très bien. C'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Radia Oulepsir. Je suis née à Paris en 1979. J'ai fait mes études à Agnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, en 92. Puis ensuite, j'ai fait aussi mes études dans le Val d'Oise. À 20 ans, je me suis expatriée en Belgique. Puis j'ai travaillé dans des sociétés multinationales. J'ai fait un parcours à la base électrotechnique et puis des études d'analyste programmeur. Et j'ai aussi écrit un livre, assez pamphlétaire, sur la société, qui fait près de 1200 pages, que j'ai divisé en plusieurs tomes. Et je suis pour la liberté d'expression totale. Aujourd'hui,
on voit bien qu'on confisque aux citoyens un maximum de ses droits et on fait de l'inversion. Donc, nous sommes citoyens engagés et citoyennes engagées, des parents, et on est là pour défendre notre intérêt et l'intérêt de nos enfants. Et les seuls éducateurs ici sont d'abord les parents. Et je suis une féministe, mais pas ultra féministe. Contenant une action relève des parents, pas intégralement, puisque à la base, quand on met nos enfants dans une école, il y a une relation de confiance qui doit se créer entre les parents et les directions d'école. Cette confiance a été rompue, pas de notre côté, elle a été rompue par les manigances et les procédés antidémocratiques qui ont été faits sur nos enfants et désastreux qui ont été faits sur nos enfants. Et aujourd'hui, il s'agit de parler de l'autorité parentale avant de parler du droit de l'enfant avec des lobbies qui veulent faire tout et n'importe quoi sur nos enfants. Et ça, je sais le prouver, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je fais de la veille sur tous ces acteurs associatifs. Et quand je criais au loup, on ne me croyait pas à l'époque, en 2015. Mais les parents ont pris beaucoup plus conscience de la problématique beaucoup plus tard. Et aussi parce qu'ils n'étaient pas écoutés par les directions d'école, vu que dans le décret mission de 97 qui a été changé, où on avait introduit les VRAS, à la base, en 2012, quand il a été introduit, il s'agissait de parler d'adolescents, de secondaire supérieur. Mais doucement, doucement, nous sommes redescendus vers les maternelles et primaires. Et il y a eu des débordements. Le problème, il y a eu des débordements, il y a des enfants qui ont été choqués avec des animations d'éducation sexuelle, parce qu'on veut faire très enjoliveur, c'est de nous enjoliver les choses, en disant c'est du relationnel, de l'affectif, il y a trop de violence contre l'harcèlement. Mais la question sexuelle, on a des bouquins et des supports pédagogiques qui font de l'incitation à la pédophilie et qui sont tamponnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons les vidéos, nous avons les supports, nous avons les déclarations. Et puis en 2016, je me suis voulant faire de l'EVRAS. On m'a envoyé des catalogues des fédérations pluralistes de plein milieu. Et là, on faisait l'éloge d'Allemagne, où on incitait, donc on disait, vous pouvez utiliser avec vos manettes d'animation tout le panel de tout ce qu'on vous donne dans la base de données pour déployer cela. Et il y a des peluches en forme de vulve et de pénis. C'est pas pour des ados. Ils rentraient déjà en maternelle. Vous avez le CREA-ASBL, soi-disant le Centre de défense pour l'enfance. En fait, on utilise la cause des litiges dits hommes-femmes pour créer une brèche, mais pour faire de la déconstruction identitaire. Vous avez des lobbies LGBT qui s'accaparent de la question. Vous avez plusieurs acteurs associatifs qui convergent, mais depuis le début, les parents ont été mis hors sujet. En 2011, on a invité un parent d'association qui représenterait les fédérations catholiques d'enseignement et une personne de parents d'élèves, dit parents d'élèves, qui représenteraient les fédérations de l'enseignement officiel. Ni les autres parents n'ont été invités. Je veux dire, si vous n'adhérez pas à ces deux associations de parents, fédérations de parents, entre guillemets, vous l'avez dans le baba. Expliquez-nous pourquoi les associations et les pouvoirs organisateurs scolaires au niveau islamique invités. Leur littérature nous pointe du doigt comme des conservateurs. Je refuse ce terme.
J'aime bien dire cela. Être conservateur, ça vient de la racine conserve. Une conserve a une date de péremption. Nous ne sommes pas périmés, nous sommes des préservateurs. Nous défendons nos enfants. Oui, il y a des choses à condamner, à faire de la prévention pour nos enfants, contre l'harcèlement, contre les déviances sexuelles, contre la pédophilie, contre l'inceste. Oui, nous ne sommes pas contre. Mais qu'est-ce qui a été fait au préalable? Le problème, c'est que le verre est déjà dans la pomme. Parce que maintenant, on parle de droit sexuel de l'enfant. Un oxymore. L'enfant n'a pas de sexualité. C'est un postulat sociologique et non scientifique, et encore moins pédopsychiatrique. Et il y a beaucoup de choses à dire, et ça, on sait très bien. C'est venu avec les préconisations de l'OMS, avec notamment les plannings familiaux allemands de BZGA, qui ont fait du lobbying pour, en 2010, parler de la sexualité des Européens. Puis il y a eu un déploiement à travers plusieurs pays d'Europe d'une autre manière. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé en France. Juste une minute, parce que vous dites beaucoup de choses, et j'aimerais bien revenir sur les éléments que vous venez de citer. Notamment le premier, c'est vous parlez de pédophilie, justement au sein de l'école. Ces animations, pour vous, elles permettent ça? C'est des animations qui ont pour but de pervertir les enfants? Ces animations sont subversives. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas en mesure ni la capacité psychologique d'encaisser ces données. Il y a du support pédagogique, de déconstruction identitaire, sous couvert d'égalité. Les lobbies LGBT, pour expliquer leur spécificité, s'accaparent nos enfants à l'intérieur des écoles pour des enfants que ces personnes ne font pas. Je ne parle pas des homosexuels, je suis très nuancée. Parce qu'il y a des homosexuels dans notre mouvement qui sont sidérés, et ils savent très bien qu'après, ils vont être les prochaines victimes de ce débordement des lobbies LGBT. Les lobbies LGBT ne représentent qu'une infime partie finalement des homosexuels. Beaucoup d'homosexuels n'adhèrent pas à leur philosophie agressive. Quand les parents ne sont pas invités autour des questions, il y a un problème aussi bien démocratique, mais je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement justement de données à vous donner. Ceux qui sont derrière les stratégies concertées de l'EBRAS sont notamment le planning, les fédérations laïques de planning familial, avec le Centre d'action laïque et les lobbies LGBT, ainsi que les lobbies ultra-féministes. Alors, sous couvert d'inégalité homme-femme, on vise à faire de l'égalité. Depuis mai 68, ce n'est pas pour autant qu'on a toujours une égalité salariale de 30% à un niveau matériel. Mais maintenant, on veut faire de la déconstruction identitaire à un niveau philosophique. EBRAS, c'est un outil de propagande pro-IVG pour faire dépénaliser totalement l'IVG du code pénal par les ultra-féministes. Les lobbies LGBT se greffent dans cette brèche-là d'éducation pour soi-disant ouvrir et épanouir à la sexualité de l'enfant plus tard, qu'il n'ait pas des traumatismes plus tard. C'est un postulat sociologique. Allez regarder le travail de Michel Boson et ce qui a été fait en conséquence sur la sexualité des Français. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur plusieurs années et on l'a repris notamment. Il y a des statistiques qui sont faites sur la sexualité et on se base sur cela. Il n'y a rien de scientifique. C'est d'abord sociologique et un postulat. Un enfant n'a pas de sexualité. Un enfant a de la sensorialité. Ça, c'est une chose. Et ça, ce sont des pédopsychiatres qui le disent. Des pédopsychiatres qu'on essaye aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui font la pluie et le beau temps, ce sont les lobbies qui veulent s'accaparer donc l'éducation sexuelle sans l'accord des parents, en nous contournant sous couvert de santé, avec le CEREA-SBL qui n'a rien de spécifique à la santé, puisqu'il y a des anthropologues, tout sauf des pédopsychiatres. Tout sauf des pédopsychiatres. Et vous avez la ministre Christine Moréal qui reprend cette étude. Alors on va nous parler d'homoparentalité, on va nous parler de beaucoup de choses. On va essayer de nous présenter comme des homophobes. Quand dans la note interfédérale
contre l'homophobie et la transphobie, on met les VRAS comme un outil à l'intérieur des écoles permettant d'enlever cette homophobie à la racine. On fait de l'intrusion éducationnelle des parents et on montre les parents comme étant défaillants par défaut et comme étant des pressions sociales d'inégalité. Les parents sont devenus des pressions sociales en fait sur leurs enfants. En fait, c'est un rapt parental qu'on est en train de voir sous nos yeux, de l'autorité parentale, mais aussi de notre droit le plus absolu et inaliénable d'éduquer nos enfants. Pour qu'il y ait un partenariat, il faut qu'il y ait déjà consentement de la part des parents. Est-ce qu'on nous a demandé la permission de faire cela? Pour des cours philosophiques, on nous fait signer des documents. Est-ce que oui, vous voulez que votre enfant participe à quel cours de morale, cours de religion israélite, catholique, protestante, islamique? Oui, on nous fait signer un document. Est-ce que nous sommes d'accord ou non? Pourquoi ça n'a pas été fait pour les animations EVRAS? Les plannings sont des associations extérieures à l'école. Les enfants, notamment ados, il faut faire de la prévention, n'est-ce pas? On n'est pas contre. Mais ils se sont créés une niche. On s'est retrouvé avec en 2012-2013, le protocole de 2013 avec Marie-Dominique Simonet qui disait qu'il ne s'agissait pas de se substituer aux parents. En 2019, c'est-à-dire 6 ans, ces associations-là ont eu des financements à raison de 300 000 € annuels, puis ensuite 400 000, 500 000, 600 000, et elles ont commencé à rentrer dans les écoles par rapport à l'autorisation qu'avait donnée la ministre Céline Frémaux. On rentre dans les écoles, ce sont des acteurs externes qu'on fait rentrer dans les écoles sans que les parents ne sachent ce qui se passe. On n'a pas forcément les mêmes conceptions philosophiques. Est-ce qu'on peut respecter la liberté et le choix des parents de mettre leur enfant dans telle ou telle ou telle école? Oui ou non? Aujourd'hui, où on en est en 2000 On va faire court, si vous voulez bien. Non, oui, parce que c'est très condensé. Mais on va vous poser des questions pour justement, mais on va faire les choses un peu dans l'ordre. Tu veux dire quelque chose? Oui, je vais juste reformuler un peu la question parce que je n'ai pas bien compris ce qui vous gêne concrètement dans les 300 pages du guide des brasses. Qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous déplaît là-dedans? Tout. Il y a énormément de choses à dire dans le guide des brasses, c'est-à-dire que là, on commence à parler de plaisir et de consentement à des enfants en bas âge. C'est pas pour rien que de l'autre côté, avec le Centre d'action laïque, qui a plaidé dans son mémorandum 2024, mais déjà depuis 2014, que l'école devrait être obligatoire à 3 ans. Pourquoi? Pour s'accaparer le plus tôt possible nos enfants, et ce sont comme de la pâte à modeler, on les modèle comme on a envie, au détriment de ce que veulent faire les parents avec leurs enfants en termes éducationnels. Et là, on rend tout obligatoire. Ça s'est cristallisé en 2019, quand la ministre Caroline Désir est rentrée en fonction. Elle a remanipulé le protocole de 2013 et elle a fait l'accord de coopération entre la FOEB, la communauté française et la COCOF. Et là, c'était une manière de ne plus laisser le choix aux parents, sans qu'ils aient... En 2019, ils n'étaient même pas au courant, hein. Mais on faisait déjà de l'éducation sexuelle à leurs enfants en maternelle et primaire. Donc c'est déjà anticonstitutionnel. Mais pour revenir sur le guide Evras, le guide Evras vient de SOS SIDA, qu'on appelle aujourd'hui la SBL OIS, avec Madame Drouzi, et les fédérations laïques de planning familial. Il a été pondu par eux. Il n'y a aucun spécialiste autour de cette table. Ils se sont autoproclamés experts. De plus, Madame Drouzi a fait des déclarations en 2019 dans un journal, ainsi que Madame Caroline Désir, que la labellisation, c'était pour évincer tous ceux qui avaient un discours, c'est-à-dire que nous serions à leurs yeux des rétrogrades, des conservateurs, et tous ceux qui étaient pro-vie, en fait. Et on nous appelle des anti-choix. Les mots ont leur importance. Pour l'instant, l'IVG, c'est bel et bien ceux qui sont pro-IVG, qui ne laissent pas le choix au fœtus de vivre. Nous sommes des humanistes. On ne dit pas que l'IVG
n'est pas important dans une certaine mesure qui était à la base une exception. Mais pour celles qui veulent se faire très féministes, il faudrait leur poser la question, qui cela arrange le plus l'IVG? Est-ce l'homme ou est-ce la femme qui est mise dans un désarroi total? La responsabilité des mesures en se sentant libre de faire ce qu'ils voulaient. Donc l'hédonisme, cette société de liberté qu'on nous vend à tout va, et qui n'a plus de repères et plus de limites, il y en a assez parce qu'il faudrait peut-être prendre le taureau par les cornes pour avoir moins d'hypersexualisation, moins de drames parmi la jeunesse, et avoir le courage, par exemple, de s'attaquer au lobby de la pornographie. Puisqu'on a les manettes de l'audiovisuel, on a les manettes de l'Internet. Pourquoi? Parce que la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers la gente féminine, la cosification des femmes. Et après, on s'étonne des dégâts, des viols et de l'impact que cela a sur le mental de nos enfants. Je voudrais juste savoir, depuis combien de temps vous vous intéressez à l'EBRAS? 10 ans. J'ai une assez grosse documentation sur tous ces acteurs associatifs. Vous avez lu les 300 pages du guide? J'ai tout lu. Mais je n'avais même pas besoin de le lire. Pourquoi? Parce que je connais déjà l'ADN des personnes qui sont derrière ce guide. Et toutes les personnes qui ont fomenté, là, qu'on appelle pudiquement stratégie concertée, ça ne m'étonne pas, ce guide. Pourquoi? Parce que dans leur littérature, on voit bien leurs dérives. Et la labellisation, c'est une manière d'évincer tous les religieux, tous ceux qui ont une vision humaniste, qui ont le droit de labellisation, parce qu'il y avait par exemple des fédérations et des associations catholiques qui faisaient des races en milieu scolaire. Ça les a dérangés. Alors on préfère nous dire, vous êtes homophobe, vous êtes anti-choix. Alors il faut les évincer pour qu'on donne, soi-disant, une information correcte, fiable, du CAL, des LGBT. Et quand dans leur littérature, ils ont fait en sorte de penser déjà à la question du veto parental, il faut voir. Ils ont dit qu'on va les contourner par la porte d'entrée de la santé. Moi, je voudrais juste savoir, ces animations, elles existent depuis 50 ans en Belgique. Faux. C'est vous qui dites, mais je veux dire par là, pourquoi est-ce que soudainement, en 2023, ça pose problème? Alors, les animations dites d'éducation sexuelle existeraient, j'utilise bien le conditionnel depuis 50 ans, c'est faux. L'éducation sexuelle se faisait, premièrement, à des adolescents d'environ 15 ans, 16 ans, et c'était beaucoup plus approprié, n'est-ce pas? Nous avions des cours de biologie quand nous avions à peu près 12 ans, 13 ans, cours de biologie sur l'anatomie et la reproduction, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui a existé pendant, je dirais, près de 40 ans. Avec des plannings à l'extérieur et les ados qui allaient pour voir parler de leurs problèmes, d'accord? Et de la civilisation. Ça, pour moi, c'est nickel chrome. Là où on va vraiment dans le mur, c'est qu'on a changé. Les BRAS, c'est quoi? C'est les plannings maintenant qui rentrent dans les écoles, sans autorisation parentale, l'école qui trahit les parents, les lobbies LGBT qui s'accaparent la question des races qui rentrent dans les écoles, les ultra-féministes qui veulent défendre leur position militante pro-IVG qui rentrent dans les écoles et qui font de l'endoctrinement sur nos enfants sans l'autorisation parentale. Vous voyez? Et on va dire, sous couvert de santé et de non-inégalité. Et tout ça, nous, en tant que parents, nous sommes des pions. On n'a pas notre mot à dire. C'est comme ça, et il suffirait de faire un décret et vous dire que c'est comme ça. Je reviens sur le décret de 2013 qui, lui, laissait une liberté aux écoles, aux directions d'école,
de mettre en place les VRAS. Les VRAS, ce n'est pas la formule d'éducation sexuelle préalable qu'il y avait. On a passé un gros cap en 2012, mais avec le contenu qui est une bombe atomique, c'est-à-dire de convergence de plusieurs associations, de lobbies, qui mettaient la pression sur les politiques. Vous aviez Nicolas Menskart, des fédérations laïques de planning familial, qui mettait la pression à Madame Dominique Simonet pour dire qu'il fallait impérativement qu'ils arrivent à s'imposer à l'intérieur de toutes les écoles. Ils ont fait une cartographie dans toutes les écoles de toutes les animations d'éducation sexuelle qui ont été faites sur nos enfants. De quel droit? Et tout le temps, ils disent, oui, mais 20% n'auront pas d'éducation sexuelle. Ce sont des gens à risque parce qu'ils sont dans le professionnel et dans le technique. Et les gens les jeunes qui ont des cours dans le domaine général sont bien plus avisés. Depuis 2014, depuis 2012, ils sont toujours à du 20%. Par contre, les budgets ont explosé. On est à du 6 millions aujourd'hui. Mais juste, vous pensez que, parce que ces animations, elles ont aussi un but de prévention, de santé publique, justement de sensibiliser les jeunes sur leurs droits, sur le consentement. Est-ce que vous pensez que ces questions-là, on peut les aborder à l'école? Oui, on peut les aborder à l'école, à l'adolescence, à partir de 14-15 ans. Oui, oui. Mais alors, pour lutter contre les incestes, contre la pédophilie. Alors il aurait déjà fallu, comment il aurait fallu? Dans un premier temps, il aurait déjà fallu concerter les parents. Le problème, c'est que premièrement, il n'y a aucune donnée, aucune data en Belgique. On se base sur les dites data en France. Carl Zéro, quand ça nous arrange, c'est un complotiste. Quand ça ne nous arrange pas, on reprend ses chiffres. C'est pas moi qui le dis. La Code.be, c'est une ONG spécialisée dans l'enfance. Il n'y a aucune data statistique. Et on a eu des personnes du Centre d'action laïque, telles que Sylvie Losberg, qui disaient 2 à 3 enfants par classe sont incestés. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, pour pouvoir faire passer les bras à leur sauce, on est insulté par défaut comme étant tous potentiellement des incestueux. C'est-à-dire que, supposons que nous ayons une école de 200 élèves, qu'on ait 20 classes, 4 à 5 enfants soi-disant incestueux, c'est gros comme jamais, 5 enfants, donc qui auraient 2 parents logiquement, donc 2 parents, il y a 10 parents incestueux par classe, faites le total par école et faites multiplier par toutes les écoles de Bruxelles, pas que de la Belgique. On est combien d'incestueux ici en Belgique? Tout ça pour faire du forcing. Il n'y a aucune data. Je les mets tous au défi de venir nous donner des datas. Il y a le nombre de victimes oui, on ne dit pas que ça n'existe pas. 160 000 enfants. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la même sociologie en Belgique. On n'a pas non plus les mêmes rapports. C'est comme si vous me parliez de 10% en France, ça représenterait une certaine, ou 5%. Vous voulez dire que ce n'est pas utile en fait? Non, je ne dis pas que ce n'est pas utile. Il faut de l'exactitude, il faut de la probité intellectuelle, il faut de l'argumentation, mais avant tout, il faut un débat démocratique qui n'a jamais eu lieu pendant 10 ans et auprès des familles qui n'ont... On a fait ça dans le dos des familles. Et vous voulez nous parler de confiance? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut reprendre justement sur les événements? C'est-à-dire, le 7 septembre, il y a ce fameux vote. Comment... Restituez-moi en fait ces moments-là. Comment vous mobilisez? Quel rôle vous jouez quand vous voyez que justement cette question-là va être votée au Parlement fédéral? Depuis des années, on a essayé de solliciter les politiques. C'est pas d'aujourd'hui que j'essaye de solliciter. J'ai vu Madame Céline Frémaux en 2019, quand ils étaient encore en campagne. J'ai parlé avec tous les acteurs politiques qui étaient là, à la place d'Aïe à Scarbeck à l'époque. J'ai même des vidéos où je filmais, où je disais, j'informais déjà depuis 2015. Mais ils ont tous fait la sourde oreille. Ces politiques ont tous, hormis un qui m'a reçu en 2023. C'était le président du Parlement bruxellois qui m'a reçu au Parlement pour entendre nos doléances. Nous avons posé sur la table la documentation et il était effaré, il avait interpellé tous les députés. Comment vous pouvez voter pour ça? Comment vous pouvez voter pour ça? Puis ensuite, on a essayé de le lyncher médiatiquement parce qu'il a pris position, notamment par rapport au génocide à Gaza. Et notamment, c'est surtout aussi par rapport à l'Evras. Pourquoi? Parce qu'il nous a reçus. Et ensuite, une responsable à l'intérieur du Parlement
sous l'appel de Madame Caroline Désir, lui a dit, parce que Madame Caroline Désir, on lui a dit, mais pourquoi vous les avez reçus? Moi. J'ai rencontré Madame Caroline Désir le 11 février 2024 aussi. Je voudrais juste revenir sur la date du 7 septembre, parce qu'elle est assez importante. À ce moment-là, justement, il y a le vote à l'Assemblée fédérale. On ne semble pas mesurer, on ne semble pas voir qu'il y ait une contestation, en tout cas sur Guy Desbrasses. Les députés sont surpris de voir qu'il y a des manifestants devant. Expliquez-nous, vous étiez devant le Parlement ce jour-là? Moi, ce jour-là, j'étais devant le Parlement bruxellois. D'autres étaient devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Moi, pourquoi j'étais devant le Parlement bruxellois, même si nous étions peu? J'ai rentré officiellement ma demande de manifestation, alors que l'endroit dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un endroit neutre où on n'a pas forcément d'autorisation pour aller manifester. C'est un endroit où on est censé circuler, où on ne peut pas faire des manifestations. On sait y venir, mais il n'y a pas d'autorisation spécifique à avoir. Donc moi, par sécurité, j'ai été au courant et au fait que d'autres mobilisaient. Moi, de mon côté, j'ai rentré les choses officiellement. Je m'étais dit que si ça dégénérait, eh ben, officiellement, de l'autre côté, ben, il y a des choses qui sont faites. Et puis même les policiers m'ont dit, mais vous ne voulez pas aller les rejoindre là-bas? Peut-être que vous pourriez les influencer. Je dis, mais au nom de quoi? Parce que je ne connaissais pas tous ces parents. Plein d'autres parents se sont mobilisés, savaient ce qui se passait. Mais nos politiques n'ont pas voulu nous entendre pendant 10 ans, je veux dire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand les parents allaient allaient se plaindre auprès des directions d'école, qu'est-ce qu'on leur répondait? Madame, monsieur, c'est comme ça fait partie des missions d'école. C'est comme ça, vous avez mis votre enfant, c'est comme ça. On ne cherchait pas à les entendre, à les écouter. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ces questions sociétales qui quand même concernent nos enfants. Donc, tout le monde se met autour de la table, sauf les parents. Et on estime ça totalement démocratique. Pourquoi? Parce qu'on est vu par défaut comme étant le problème. Et dans leur littérature, s'ils disent que comment contourner le problème du veto parental, dans leur propre littérature, parce qu'ils voient bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient bien que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Et pendant 10 ans, ils ont travaillé catimini pour essayer de rendre légales les choses, en contournant les parents. Et alors, quel rôle vous jouez dans cette mobilisation? Moi, je me mobilise. Après, tous ceux qui veulent m'écouter et me suivre, tant mieux. Mais je veux dire, moi, mon rôle, manifestations que j'ai introduit mes manifestations, pour moi, ce ne sont pas des manifestations de mon point de vue revendicatives. Je ne revendique rien parce que je suis la plus légitime en tant que parent. Pour moi, ce sont des manifestations d'information aux autres familles pour bien leur expliquer ce qui se passe. Je ne suis pas dans un process de revendication à ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement. Ils sont soi-disant nos représentants. Les vrais patrons, c'est nous en tant que citoyens. Oui, c'est ça être souverain. Mais ils l'ont oublié. Et beaucoup de citoyens. C'est merveilleux, vous y prenez comment? J'essayais Ben, en fait, on m'a fait tellement de mauvaise publicité que c'est quelque part par rapport aux médias contestataires qui ont voulu me montrer du doigt comme étant une extrémiste, une complotiste, ils ont fait ma pub. Et les gens sont venus plus naturellement vers moi par la suite. Il n'y avait pas de réseau, comme ils l'ont dit, comme ils ont menti. Il y avait 0 réseau. C'était des parents qui étaient déjà fâchés parce qu'ils voyaient ce qui se passait dans les écoles, sauf qu'on essayait de taire cela. Et puis on a convergé, chacun a mobilisé les gens qu'il pouvait de son côté, et ça a créé la marée de gens qu'on a vu le 7 septembre. Et qui étaient vos alliés, justement? Ben à la base, j'en avais pas. J'étais depuis 2015 toujours à manifester quasiment seule. Nous étions 2, 3. Je faisais les mosquées, j'essayais d'expliquer à beaucoup mais on ne me comprenait pas. Je voyais venir la vague. Ce que nous vivons ici, je le voyais déjà depuis 2015. Et qu'est-ce qui a fait? Ça a pris tout seul, je ne sais pas. Bon, pour les croyants que nous sommes. À partir de quel moment vous avez compris que ça prenait? Le 17, quand j'ai vu toute la foule.
On était près de 2000-2500. Là, j'ai dit, je ne suis pas seule. Et ça m'a réconfortée parce que je me dis, je ne suis pas dingue. Et il y en a qui ont compris l'ampleur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus par la suite me voir et m'ont donné leur témoignage. Pas plus tard qu'il y a près de la dernière manifestation que j'ai faite, c'était au 24, on était très peu, une bonne vingtaine, trentaine, pas plus. Mais j'ai fait mon texte pour bien expliquer les retards du problème, pour que ceux qui verront plus tard la vidéo comprennent de quoi il s'agit. Il venait de se faire violer par 2 autres enfants, de son âge plus ou moins. Il y a des supports pédagogiques. Les enfants n'ont pas la maturité pour aborder ces supports. Des supports très dangereux. Le pire, c'est quoi? Qu'ils sont tamponnés par les fédérations wallonie-bruxelles. Vous cautionnez le fait qu'on parle de plaisir pour une fille de 3-4 ans avec des images et du support pédagogique des éditions nez à nez. Par exemple, Éléphantine découvre sa zizette et Leonardo son zizi. Tamponné et reconnu par Caroline Désir. On la voit photographier avec eux et en même temps, la base de données des fédérations et de la FOB, c'est du ministère, dans la base de données de Evras. On est où? On parle de masturbation à la petite. Et donc, tous ces arguments-là, je veux dire, vous les partagez avec d'autres, c'est-à-dire ces inquiétudes? Moi, tout ce que je dis, c'est factuel, je sais tout prouver. Parce que le 17 septembre, vous parlez du 17 septembre à l'instant, à vos côtés sur l'estrade, il y a quand même Alain Escada, Oui. il y a Daniel De Wolf, il y a vous, enfin, il y a aussi... J'étais l'organisatrice, mais le 7 septembre, c'est-à-dire 10 jours avant, c'est la RTB en fait, qui a fait la pub, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais quand elle a fait le mauvais article sur nous, on a dit, il y a cette personne, c'est comme ça, on ne se connaissait pas. On s'est connus pas après. On ne se connaissait pas. Moi, j'ai jamais vu Alain Escada. J'entendais parler de lui, je veux dire, voilà, sans plus. Mais j'ai ni son téléphone, je ne le connais pas. Pas plus que cela. Ce jour-là, il était là. Il s'est invité à la manifestation. Bah ouais, comme tout le monde, les parents sont tous venus. Est-ce que vous avez été surprise par cette mobilisation, par cet élan qu'il y a eu ce jour-là? Bah, j'ai été très contente en fait. Ouais. J'ai été surprise. Je me disais, je ne sais pas s'il y aura du monde, mais j'espère qu'il y aura autant de monde que le 7, qu'au 7 dernier. Et vos vidéos, quels échos elles ont eu? En 2015, je crois qu'on se serait mobilisé bien avant. C'est par la suite que ça. Je pense que la mayonnaise, elle a vraiment pris et qu'ils ont vraiment pris conscience au 7, un peu avant, avec leur expérience personnelle. De ce qui arrivait sur leurs enfants, ou voilà. On a eu un événement à peu près similaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des ABCD de l'égalité. Oui. Est-ce que c'est un événement que vous avez eu, que vous avez bien en tête? Oui, tout à fait. Avec Farida Belboul, c'est ça? Exactement. Quel souvenir vous en avez gardé de cet épisode? Bah oui, avec je crois les JRE, les journées de retraite d'école. Oui, mais après ça s'était estompé. Mais moi, je revoyais la vague en Belgique. En fait, je voyais qu'on était en train, avec la théorie du genre, c'est pas une théorie. Là, on cherche de nous faire de la déconstruction. Est-ce que vous êtes, monsieur, vous êtes binaire, cisgenre? Vous êtes quoi? Moi? Je ne sais pas. Bah, je suis moi. D'accord. Mais il faudrait quoi? Qu'on reprenne la définition des lobbies LGBT, qui veulent nous refaire tout le dictionnaire Larousse et le Robert. Je dis, moi, je suis hétéro, je suis une femme, à moins qu'on me dise non, tu as ton sexe mental, tu as ton sexe biologique. C'est de la déconstruction. C'est ça qu'on veut apprendre à nos enfants avec les races. Oui, c'est ça, il s'agit de ça. C'est pas de la... On s'est tout prouvé. On ne va pas devant les tribunaux pour rien. Mais je veux dire,
en tout cas en ce qui concerne les ABCD de l'égalité, il s'agissait de lutter contre les stéréotypes de genre, de dire aux enfants qu'en fait, une fille peut aimer une autre couleur que le rose, qu'un garçon ne peut aimer une autre couleur que le bleu, que si une petite fille a envie de jouer aux voitures, c'est possible, et qu'un petit garçon peut jouer à la poupée, ça pose pas de problème. C'était ça les stéréotypes de Oui, genre. mais on avait besoin de ça. On avait besoin de l'Evras ou des stéréotypes. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour le faire? Moi. J'ai fait des études d'électrotechnique dans les années 90. Nous étions 2 femmes au lycée, 2 filles en classe. Il n'y avait que des garçons à moustache dans notre classe. Ça ne nous a jamais posé problème. On est féministes, on peut faire un travail et des filières d'hommes, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu besoin de l'Evras pour ça. On n'a pas eu besoin des ABCD de l'égalité pour ça. Ce qui est visé, c'est autre chose. Et qu'est-ce que vous avez pensé du combat de Farida Belgoul en 2014? Oui, je trouvais que c'était noble. Après, j'ai pas suivi trop. J'ai suivi les grandes lignes, on va dire. Moi, je voyais surtout ce qui arrivait ici. Pourquoi? À chaque fin de Gay Pride, il y avait des acquis politiques qui empiétaient sur le droit des familles nucléaires, via les Evras. C'est pour ça que je dis, moi, les lobbies LGBT, il ne faut pas m'en parler. Je ne parle pas des homos. Je parle de ces lobbies-là, qui sont intrusifs. Et vraiment, il y a des choses, chaque fois, en plus de ça, sans compter toutes les incivilités qui relèveraient normalement du code pénal, hein, qui se propagent pendant les Gay Pride. Normalement, il y a atteinte aux mœurs, il y a plein de choses. Pourquoi les policiers ne verbalisent pas? Ils ne font pas leur travail. Après, on s'étonne de la décadence de la société. Il n'y a pas de frein. Maintenant, on nous parle de l'émancipation sexuelle. Non. On est où? On veut quoi? Nous faire quoi? C'est quoi en fait? On veut nous faire un mai 68 à l'envers avec nos enfants? Vous savez que vous utilisez les mêmes termes que vous parlez d'endoctrinement, de lobby LGBT, vous utilisez les mêmes termes qu'Éric Zemmour. J'ai pas attendu Éric Zemmour pour penser par moi-même. D'ailleurs, je le conspue. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais vous partagez le même. Mais moi, je m'axe pas ma vie en fonction de ce que dit M. Éric Zemmour. Je suis moi, je suis radiant, et c'est largement suffisant. Mais parce que du coup, on peut s'interroger justement du fait que vous parliez, que vous dénonciez un peu. C'est peut-être lui qui parle comme moi, non? Peut-être qu'il me connaît, je ne sais pas. Non. Mais est-ce que, parce qu'on vous a souvent comparé, enfin, France, est-ce que vous avez été la Farida Belgoul de l'Evras? Non, je ne me vois pas comme ça. Pas du tout. Moi, je suis avec tous les parents. Je suis pour la liberté, la véritable démocratie. On va se dire des choses qui piquent. Mais une démocratie en bonne santé, c'est une démocratie où on peut vraiment dialoguer. On ne se fait pas fustiger par tous les lobbies qui se prétendent, s'autopromeuvent comme étant les défenseurs d'une cause et finalement nous font de la dictature. Parce qu'après, on pourra plus parler. Par exemple, moi, je suis musulmane. Oui, nous sommes discriminés. Mais je ne suis pas pour une pleurniche perpétuelle ou quoi, hein, comme certains. D'accord? Donc le problème, c'est qu'on ne peut plus se dire, entre guillemets, merde, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va se réfugier. J'ai été discriminé, pas discriminé. Parlons de nos malentendus, clairement, sans langue de bois, et on va trouver des solutions. Mais là, de quoi s'agit-il? D'un manque flagrant de démocratie, de dialogue et de considération des parents. Mais ils ne vont pas vouloir le bien à nos enfants plus que nous-mêmes, en tant que parents. La première et la seule éducatrice, c'est moi en tant que femme, en tant que mère. C'est ni la Fédération Wallonie-Bruxelles, ni les politiques, puisque si, en tant que parents, nous sommes responsables de nos enfants jusqu'à leur majorité, en termes pénals, quand ils font des dégâts, je ne vois pas en quoi on vient faire de l'intrusion dans l'éducation sexuelle de mon enfant. Je n'ai pas besoin, moi, de fédération de planning. Je n'ai pas besoin qu'on m'accuse par défaut. Moi, ma fille, elle a 12 ans. Je la prépare comment? À avoir ses règles ou quoi? Je dis, maman, elle a des serviettes hygiéniques et tout. Bah, tu mets un petit un protège-slip
je la prépare, je lui fais de l'Evras. C'est moi qui fais de l'Evras. Ce n'est pas les fédérations, planning familial. Ce n'est pas le CAL. Ce n'est pas leur idéologie qui va passer au sein de l'école, alors qu'on a besoin de d'argent pour l'instructionnel. Nous sommes en déficit. Le rôle de la FOEB, c'est qu'au niveau instructionnel, elle paye les écoles avec nos impôts et qu'on ne fasse pas de la déconstruction identitaire sur mes enfants en me montrant du doigt, parce que la prochaine étape, ça va être la judiciarisation des parents, sous couvert soi-disant de non-discrimination, qui n'accepteraient pas la manière que l'on enseigne l'éducation sexuelle à leurs enfants, de judiciariser tous les parents. C'est déjà arrivé en Allemagne. Donc pour vous, l'école n'a pas... Non. On peut en discuter dans un cadre de confiance. La confiance, c'est pas nous qui l'avons rompue, la confiance, c'est eux. Donc c'est pas le rôle de l'école d'aborder ces questions-là. On peut l'aborder, mais d'abord, on concerte les parents. On discute. Oui, mais il y a un âge. Il y a un âge pour en parler. On n'en parle pas aux enfants de 5, 6, 8, 10 ans. On en parle, il faut des lieux tiers. On prend les enfants, les parents par défaut. Oui, mais ils n'éduquent pas. Parce que vous vous éduquez bien, vous savez vous éduquer. Avec votre hédonisme, à tout va, et votre liberté à tout va. Oui, on est pour la liberté. Mais comme la liberté a des limites, pourquoi nous, on devrait nous mettre des limites et eux, on ne devrait pas leur mettre des limites? Et au fond, de quoi vous avez peur avec les races? Non, je n'ai pas peur. Moi, je suis sûre j'ai peur de personne. J'ai peur, en tant que croyante, j'ai peur que de Dieu. La patronne, c'est moi en tant que mère. Je n'accepte pas qu'on me considère comme une poule pondeuse. Et puis, d'autres personnes viennent introduire tout ce qu'ils veulent dans la tête et dans le mental de mes enfants pour en faire des ennemis demain et les déconstruire. Leur repère, ce n'est ni les fédérations laïques, ni le centre d'action laïque, ni les associations ni putes ni soumises. Leur repère, c'est nous en tant que parents, c'est moi la mère. C'est moi leur repère. C'est personne d'autre. On discute. Quand on discutera démocratiquement, quand on aura des débats ouverts, qu'on arrêtera de nous montrer du doigt, qu'on arrêtera de mentir ou de nous accuser à tort, alors que ce sont ceux qui ont fait les stratégies concertées avec les politiques qui ont suivi sans lire réellement ce qu'il y a de subversif à l'intérieur et de discriminant envers les familles hétérosexuelles. La discrimination hétérosexuelle, on en parle, parce qu'on a envie de tout nous faire à l'envers. Donc, il y a des limites. Les enfants, c'est moi qui les fais. Quand 2 hommes pourront faire vraiment des enfants, là, on en reparlera. Quand 2 femmes pourront faire vraiment des enfants, on en reparlera. Le crime de lèse-majesté, c'est aujourd'hui, dans cette société, apparemment, pour ces gens-là. Parce qu'en réalité, la grande masse a bien compris. C'est d'être des familles hétérosexuelles. C'est devenu presque le crime de lèse-majesté. Bientôt, on va nous dire qu'il ne faudra plus faire d'enfants. Pourquoi nous serions hétéros? Parce que nous serions des binaires, des cisgenres. Moi, je ne m'approprie pas ce langage colonisateur de destruction identitaire. Je suis féministe, je le rappelle, mais tout dépend de ce que vous faites dire au féminisme et à l'ultra-féminisme. Parce que vous avez dans les lobbies LGBT des lesbiennes qui mettent une double casquette pour mieux faire de la déconstruction identitaire. Au nom de l'égalité homme-femme. Il n'y a pas d'égalité, il y a complémentarité, il y a spécificité. Il y a combien de spécificités parmi le peuple? Des handicapés, des personnes obèses, des suicides. On va tous faire des collectifs, on va tous faire des... Et puis ensuite, on va devenir les persécuteurs. C'est ça le problème. Mais parce que justement, dans Embrace, on parle d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Je veux dire, les mots ont leur importance. Il n'est pas seulement question d'éducation à la sexualité. Le programme, il est adapté justement aux tranches d'âge. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment des fois de mélanger ce qui est destiné aux enfants de 9-11 ans pour les mettre au... Des nudes à 9-11 ans. Ça, c'était une version qui n'est pas parue à la fin. Elle est parue, mais écoutez, le Frankenstein au niveau idéologique, il est là. Donc ils peuvent vous faire autant de vidéos. Le but,
C'est pas à moi de vous le dire. Mais moi, c'est pas mon problème le but. Leur but à eux, c'est pas mon problème. Mon seul et unique but, moi, c'est la préservation de mes enfants, premièrement. Il aurait fallu déjà, avant d'avoir un but, dialoguer démocratiquement avec les parents. Donc on s'octroie pas, on ne s'érige pas spécialiste, autoproclamé, et on fait une niche financière sur les deniers publics pour influencer les politiques et s'enrichir. Moi, je les appelle les associations rigolotes. Je ne suis pas une rigolote, moi. On ira au pénal. On ira là où on devra aller pour défendre nos enfants. Et alors, justement, parmi les critiques qui vous ont visé, il y en a beaucoup qui vous ont accusé de mener une campagne de désinformation. Qu'est-ce que vous répondez? Bah écoutez, je pense que j'ai donné suffisamment de preuves avec les documents. C'est les documents qui parlent. Moi, je ne blague pas dans le vent. Tout ce que je dis, je sais l'étayer et j'ai montré à travers mes vidéos les documents. J'ai fait une base de données avec tous les documents recensés depuis plusieurs années, de leurs écrits, de leur stratégie. Donc ça ne m'étonne pas, le guide d'Evra. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. L'iceberg, c'est que la pointe de l'iceberg. Ce qu'il y a à l'intérieur de leur stratégie, de leurs écrits, de ce qui a été fait en 2016, 2017. Tout ça, on l'a. Il faudra qu'ils s'expliquent devant les tribunaux ce jour-là, quand ce jour arrivera. Mais justement, cette campagne, en tout cas de mobilisation contre le Guy Debras, elle est très loin, on en parlait tout à l'heure, il y a eu quand même l'incendie de plusieurs établissements scolaires. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit, ça va trop loin? Je ne me sens pas concernée. Je veux dire, je ne suis pas coupable de cela. Qu'on nous prouve que ce sont des parents qui ont brûlé avant d'accuser. On n'accuse pas comme ça. Il faut pouvoir étayer. Il y avait des caméras. On attend toujours que Mme Verlinden nous les montre. Nous montre qui sont les principaux coupables. Premièrement. Deuxièmement, il y a eu des appels à la bombe. Bizarrement, dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bizarrement, toutes les autres écoles catholiques et toutes les autres, il n'y avait jamais rien. Ça s'appelle quoi? Des attaques sous faux drapeau. Voilà. Moi, je les comprends comme ça. Ils ont étayé et supposé des choses qu'ils les prouvent. Les tags Noé Bras sur les établissements. Oui, mais ça, n'importe qui aurait pu le faire. L'idée, c'est pas de faire un lien entre vous, Je me sens pas mais c'est entre la contestation contre le Guy Debras qui mène à ces incendies, avec justement la preuve. Ils ont des caméras de partout. C'est de le faire. Je veux dire, Alexander De Croo a mis une équipe spécialisée de policiers faisant de la vigilance sur Internet et tout ça pour éviter de nous faire parler, en fait, hein, pour essayer d'amoindrir. Il devrait avoir cette équipe à disposition pour faire, par exemple, du filtrage pornographique, pédopornographique, pour justement protéger nos enfants, tout simplement sur les réseaux sociaux. Pour vous, cette colère, elle n'est pas liée. Comment? La colère qui s'est montée avec l'opposition. Je ne la justifie pas, je ne la cautionne pas, parce que je dis que ce ne sont pas les écoles qu'il faudrait détruire, ce sont les idéologies qui sont derrière, et notamment ce guide abject, c'est un guide abject qui n'est pas fait par des pédopsychiatres. C'est sociologique, c'est militant, c'est rien d'autre que ça. C'est de la déconstruction identitaire et de la mainmise sur les enfants. Alors, il y a des choses dans les brasses, il y a des choses nobles, il faut reconnaître. Mais à quel degré? Ça aurait dû être discuté quand même. Ça n'a pas été le cas. Mais juste pour bien comprendre, vous, au matin du 12 ou du 13 septembre, quand vous apprenez à la télévision que des établissements scolaires ont été incendiés, quelle est votre première réaction? Je ne l'ai pas su tout de suite, moi. Je n'ai pas fait vraiment attention, le rapport. Vraiment, j'ai entendu beaucoup plus par la suite, après le 17 septembre, qu'avant. Je n'ai pas fait
j'étais beaucoup plus concentrée sur ce que j'étais en train de préparer. Et puis ça s'est pas fait sur Bruxelles, ça s'est fait, je crois, en Wallonie, c'est ça. Je ne le savais pas tout de suite. Je l'ai su par la suite, après notre manifestation du 17, que ça m'est revenu en écho et que j'ai commencé à voir, ah oui, il y a des incendies. Mais je n'avais pas fait le lien. Et je ne vois pas pourquoi je devrais le faire d'ailleurs, même encore aujourd'hui. Est-ce que ça peut porter atteinte à votre mouvement? Ah oui, peut-être il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ça porte atteinte à mon mouvement. Et justement, votre manifestation du 17 septembre, comment vous la préparez? C'est-à-dire, j'ai pris le temps d'écrire mon texte. J'ai écrit un texte, et puis j'ai parlé après peut-être pendant une demi-heure, comme ça. Mais je veux dire, pour mobiliser les gens, pour qu'ils viennent. Mais je vous ai dit que je ne savais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Je l'ai préparé, je dis bon, on ne sait jamais. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais me filmer et je vais le balancer sur mes réseaux pour qu'on sache quelle est la teneur. Pour que même les personnes qui ne puissent pas venir entendent et comprennent les enjeux, qui est derrière, et qu'elles aillent faire elles-mêmes leur fouille. Elles verront que je n'ai pas menti. Et à partir de quel moment vous investissez? C'était quoi le... 14 sur les Palestiniens, les enfants palestiniens. C'est là où j'ai commencé un peu à chipoter. Je ne savais pas trop, j'étais un peu novice. Et je voulais parler. Au début, il n'y avait pas que ça. Il y avait plein de sujets de société que j'abordais en vocal. J'avais un petit téléphone, voilà. Puis je voulais parler de la pensée d'une manière globale. Je parle de plusieurs sujets sur ma chaîne. Que ce soit l'islam, que ce soit la sexualité, la théologie, l'histoire, beaucoup de choses. La littérature. Et c'est important pour vous justement d'être présente sur ces questions-là de société, de sexualité. Je cherchais un échange, surtout on n'est pas complètement des extraterrestres. Les gens manquent de communication et c'est le paradoxe des réseaux sociaux. Il faut pouvoir échanger des idées, changer, mais après se revoir vraiment dans la réalité pour penser la société de demain. Quel genre de société voulons-nous? Faut tout simplement de la cohésion sociale. Pour avoir de la cohésion sociale, je pense qu'il faut vraiment se parler à bâton rompu. Aujourd'hui, on est dans une société, comme je dis moi, avec plein d'associations se disant protectrices de AX, YZ. Alors, au final, personne ne se parle. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être judiciarisés. Ceci, cela, non. La véritable démocratie, c'est de se parler vraiment pour pouvoir ne serait-ce que soulever les malentendus. Mais même ça, on ne nous le permet pas, sous prétexte de prévention. Et pourquoi ces vidéos dans la voiture? Ah ouais, parce que c'est plus pratique, c'est tout, mais j'ai jamais... Il y en a certains qui m'ont sorti, ouais, c'est un concept, c'est un nouveau concept. Je ne sais pas, j'étais beaucoup plus à l'aise, Voilà, donc je ne suis pas tout le temps dans la voiture. Mais non, c'était pas... Il n'y avait pas un but recherché, un effet recherché? Rien à voir, non. Mais on m'a fait souvent cette remarque. Je ne sais pas moi aussi pourquoi, mais ça s'est fait comme ça, naturellement. Plus à l'aise, plus pas être interrompu. Je suis dans ma voiture, c'est pas comme vous êtes à la maison, il y a des enfants qui passent. Enfin voilà, des choses comme ça, on est en mode réflexion. C'est plus pratique des fois. Donc ça, voilà, c'est une question pratique. Des fois, je me filme à la maison aussi, donc c'est pas un problème. Et comment le mouvement s'est... Parce qu'il a occupé une grande place dans le débat public, et puis tout d'un coup, c'est retombé. Comment c'est retombé? C'est retombé, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Peut-être que les équipes d'Alexander De Croo, ils sont pour quelque chose. Hein, pour la désinformation, les mots-clés, le shadowban, pour ne pas avertir de monde. Pourtant, j'ai 15 000 abonnés. Hein. Je suis shadowban depuis bien longtemps sur ma chaîne. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que oui, j'aborde des sujets sensibles. Donc, c'est pas normal que quand je fasse des lives. Bon, avant, j'avais du 50 000. J'ai jamais monétisé ma chaîne, par principe, pour ne jamais être. Des fois, j'avais des 50 000 vues.
C'était pas pour les mêmes raisons, hein, voilà, donc que ce soit sexualité, il y en a beaucoup qui sont friands sur ces genres de questions. Donc la sexualité ne nous fait pas peur. Parler de ces questions-là, on éduque aussi les hommes à travers notre chaîne sur la sexualité. On parle aussi aux musulmans. On parle, donc c'est pas les brasques. Enfin, je veux dire, la sexualité c'est pas un problème. Tout dépend comment on en parle. Et ça relève de mon devoir de mère et de mes prérogatives privilégiées de mère et à personne d'autre. Si les familles ne sont pas à l'aise avec ça, elles ont possibilité de le faire dans un endroit tiers. Ça s'est toujours fait, que ce soit avec les tantes, les cousins. Ça s'est toujours fait dans les familles. On est moins à l'aise avec les parents, on va parler avec d'autres. On peut les mettre aussi dans des associations qui nous conviennent idéologiquement, philosophiquement, qui sont bien plus spécialisées dans cela pour en parler. Mais à la liberté des parents de le faire. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être, comment dire, parce que ces animations-là, c'est 2 heures, 2 fois 2 heures sur toute la scolarité. Faux. C'est pas 2 fois 2 heures. Ouais, expliquez-moi. Ça c'est 2 fois 2 heures, c'est soi-disant minimal, la version minimaliste. On parle de 65 heures dans les documentations. On parle de budgétisation à 3,5 millions de 2025 à 2026. L'idéal, puis à côté de cela, vous avez les cours dits de citoyenneté, où les VRAS étaient déjà faits sur des jeunes de 16 ans, maintenant de 14 ans, parce que la majorité sexuelle est descendue entre-temps de 2 ans, elle est à 14 ans. Il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ces questions non plus. Comment on passe de 16 ans à 14? Expliquez-nous. On parle de qui? On parle de nos enfants. D'accord? Donc ça, il n'y a pas eu de débat démocratique autour de ces questions-là. Ok, ça a été voté. D'accord? Dans les cours de citoyenneté, on a abordé ça. Puis ensuite, on est descendu, on a glissé depuis des années, depuis 10 ans, vers les enfants maternels et primaires. On a des vidéos. Je vais vous donner une école à Watermel-Boisfort qui s'appelle l'autre école, ou le planning familial de Watermel-Boisfort, rentrée première année maternelle, deuxième, et commencer à leur montrer des planches, pénis, vulves. On parle de choses on est où? Et il disait, quand elle rentrait, il fallait qu'elle soit seule, couverte de confidentialité, et que la prof sorte. Sans que les parents soient au courant de ça. On a les vidéos, on a tout. Le tribunal tranchera. Qu'il est besoin de poser? Mais on fera le nécessaire. On a fait des recours en annulation du décret à un niveau administratif. Il y a 3-4 associations qui ont fait le nécessaire. Elles sont en attente. Mais moi, le volet pénal, depuis le début, je le dis. Parce que je savais qu'elles allaient plus ou moins tourner en rond. Ils ne perdaient pas votre énergie. C'est le pénal. On verra. Vous avez dit 65, vous avez dit, on parle de 65 heures des brasses sur Dans les études de l'ULB d'ULBA. C'est quoi ça? C'est la budgétisation, c'est le business plan qui est fait pour Puis à côté, vous avez le pacte de l'excellence, où on vous met de l'EVRAS de partout, à travers toutes les matières. Non, mais les 65 heures précisément. Oui, c'est écrit dans l'analyse ULB d'ULBA. Vous écrivez ULB d'ULBA et vous aurez votre PDF avec initialement les brasses initiales 2 fois 10, 2 heures. Et ensuite, vous avez les brasses intermédiaires et vous avez les brasses idéales. Il y a des tableaux. Et là, vous avez j'ai la même documentation à vous donner si vous voulez. Et je vais partir sur le reste. Ouais, après, non, mais est-ce que vous avez. On nous a pas mal parlé de bataille politique ou de bataille culturelle. Est-ce que vous avez le sentiment de mener une des deux de ces batailles-là? Moi, c'est ma bataille parentale. C'est une bataille parentale et idéologique dans le sens où le CAL, comme les fédérations laïques de planning, ont une bataille culturelle, ont une bataille idéologique.
comme les associations ultra-féministes, ont une bataille idéologique de faire sortir du code pénal l'IVG. D'ailleurs, à la sortie de nos manifestations, la première des choses que Écolo a mis sur la table avec le PS, c'est vu ce qui s'était passé par rapport à notre manifestation, de revenir et de réouvrir le débat sur l'IVG pour pouvoir le faire sortir du code pénal. Oui, parce qu'on les a vus venir, on connaît leur philosophie. Mais parce que moi j'ai le sentiment, par exemple, les féministes, comme vous dites, j'ai l'impression qu'elles luttent contre les discriminations, qu'elles ne sont pas là pour justement, la première des discriminations, elle commence à l'école, justement, sur ces questions-là. C'est pas là que ça se joue, justement. C'est un cheval de Troie. On utilise la cause des inégalités hommes-femmes pour toucher nos enfants. Moi, je suis féministe. Vous voulez lutter contre les stéréotypes sur les femmes? On arrête de les marchandiser, de les voir comme des objets, ok? Faites-nous des pubs décentes. On arrête de mettre des femmes à moitié à poil pour vendre un yaourt ou du maquillage. Ça, c'est le respect de la femme, non? Croyez pas? 2. Enlevez-nous la pornographie qui n'est rien que d'une représentation violente d'une femme objet au désirata des hommes. Comme ça va moins jouer sur la psyché des hommes à être plus tard des monstres envers la gente féminine et les déconsidérer. Enlevez-nous rien que ça. Rien que ces deux-là, vous avez déjà des solutions. Moi, je ne suis pas pour la séparation homme des garçons et des filles à l'intérieur des écoles. Non. On doit leur apprendre l'autogestion. Mais, déjà rien que ça, cette agressivité-là qu'on a envers les femmes. Rémunérer les mamans qui mettent au monde, qui allaitent, qu'on va faire retravailler dehors pour 30% moins cher que les hommes. On devrait les payer. Si on parle avec la logique capitaliste, qui produit la main-d'œuvre? Les mamans qui mettent au monde des enfants qui plus tard vont être des travailleurs qui vont faire tourner la baraque des pensions. On doit les dédommager. Elles laissent leur santé, on les déconsidère, on les pense gratteuses. Vous voyez ça? Et soi-disant, être une femme émancipée, ça serait d'aller tout le temps dehors en train de travailler pour être esclave d'un système qui nous déconsidère à 30% moins cher. Faites en sorte qu'il y ait moins de prostitution dehors. Protégez les femmes. Payez-leur 1500 à toutes les mères de famille. Et il y aura beaucoup plus de travail pour les hommes dehors, bien que je ne sois pas pour que les femmes restent qu'à la maison. Mais elles aient le choix. Ça, c'est le respect des femmes. Ça, c'est du féminisme. C'est pas aller travailler, se mettre à moitié à poil sous couvert de liberté pour être finalement chosifié et faire le jeu de qui? De tous les agresseurs et de tout ce qui pousse en fait les hommes à devenir des sauvages. La pornographie les conditionne à devenir des sauvages, à ne voir des femmes que comme des femmes faciles ou que sais-je encore. C'est ça le vrai respect des femmes, de vos mères et de vos grands-mères. N'importe qui, c'est pas une question de religion. Moi, je suis de la vieille France, je suis une Française. Je suis franco-algérienne, ça fait 25 ans que je vis en Belgique. Vous n'allez pas me faire croire que la vieille France n'avait pas les mêmes valeurs que j'ai aujourd'hui. Vous n'allez pas nous faire croire que nos anciens Français n'avaient pas de considération pour les femmes. Pas ceux d'aujourd'hui. Hein. C'est l'anarchie à tous les niveaux. Hein. Donc ça, c'est venu exponentiellement à la démocratisation du porno qu'on a eu sur Canal+, et qu'on sort par la suite. Vous vous dites tous pro-femmes, ok? Enlevez-nous la pornographie qui est une violence envers les femmes. Payez-nous 30% de plus. Faites en sorte que les mères qui accouchent et toutes les femmes dans la détresse, elles aient de quoi vivre décemment. Pas comme si on était en train de leur donner des bonbons. Il n'y aura pas de prostitution, il n'y aura pas de... Ça sert qui la prostitution? Vous croyez qu'une femme qui va se prostituer, elle le fait de gaieté de cœur? Qui se la sert? On est dans un État qui est devenu proxénète, qui taxe les femmes au nombre de passes que madame fait. Vous imaginez?
L'horreur. On se fait défendeur des femmes. Faut arrêter hein, les blagues. Moi, je suis féministe. Pour moi, c'est ça le vrai féminisme. Je voudrais juste revenir sur. Tu voulais Bon. Je voulais juste revenir sur justement l'OMS. Tout à l'heure, vous disiez que les standards de l'OMS, enfin, il y a une polémique au sujet de l'OMS. Vous la traitez enfin, ce serait des pédocriminels, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que l'OMS, mais il y avait plein de sujets qui sont abordés par l'OMS. Sauf que ils se sont fait infiltrer par une association qui s'appelle BZGA d'Allemagne, d'accord, qui a mis sur la table cette histoire d'éducation sexuelle, et l'OMS parle en leur nom. Et ensuite, le but, c'est de démocratiser tout ça. Mais qui est derrière? Ce sont les plannings familiaux qui font du lobby à l'international. C'est ça, tout simplement. Mais c'est déjà, ils voulaient juste faire traduire en fait les standards de l'OMS. Non, mais est-ce que vous avez vu leur tableau de 0 à 4 ans de quoi on parle? C'est une catastrophe. Ils décrivent ce que l'enfant peut traverser. L'UNESCO, quand on parle de l'UNESCO en 2010 parlait de la santé sexuelle, de l'éducation complète ECS, l'éducation complète à la sexualité. On parlait à l'époque par rapport au sida, par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est IST, mais on parlait aux ados. En 2017, Audrey Azoulay, une fois que Emmanuel Macron est devenu président, elle était deuxième à la place de l'UNESCO candidate. C'était, je crois, un homme des Émirats ou enfin, du Moyen-Orient qui était arrivé premier. Ils se sont arrangés entre eux. Finalement, c'est elle qui est devenue directrice en 2017. En 2018, les standards de l'UNESCO ont été changés par rapport à l'éducation complète sexuelle et on y a rajouté les enfants. Et vous avez à l'intérieur des personnes énumérées des associations BZGA. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils préconisent? Mais on est dans la masturbation enfantine précoce. On est dans beaucoup de choses. Il suffit de savoir lire. C'est une catastrophe. Mais il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ça. Ce sont les plannings familiales allemands. Regardez ce qui se passe en Allemagne. J'ai même fait un film documentaire, 10 ans d'Evras, qui reprend 2010 à 2014. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Vous verrez. Et vous pensez que l'OMS préconise aux enfants de moins de 6 ans? Je ne pense pas qu'elle puisse gérer tous les dossiers, je veux dire, de tout ce qu'elle gère comme sujet. Je veux dire, chacun a... Je veux dire, c'est un lobby. L'OMS, c'est un lobby. Mais qu'est-ce qui pousse nos politiques à les considérer? Eux, ils ont... Le terme veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire recommandation. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vos recommandations? Nous sommes souverains. Donc, au nom de quoi, finalement, vous prenez leurs recommandations comme des ordres, puis vous les adaptez pour vérité contente. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'OMS a fait des recommandations via BZGA, vous avez des associations, je vous parle notamment en Belgique, comment ça se passait. Vous avez des associations en Belgique, des plannings familiaux et du CAL qui se sont accaparés ça et qui ont fait du lobby, de la pression sur nos politiques pour faire inscrire cela. En 2019, ça a été encore le tournant. Ils ont remanié le protocole de 2013, ils ont insisté. Et Caroline Désir a fait en sorte de faire l'accord de coopération, justement pour enterrer le protocole de 2013, afin de mettre à genoux les directions d'école. C'est-à-dire que même un directeur d'école, dans son projet d'état de base avec lesquels les parents ont signé, eh ben non, c'est niet. On va vous inscrire et introduire les brasses ici. C'est le gouvernement qui a labellisé toutes les qui pouvaient faire les choses, qui va vous mettre à genoux, que vous soyez d'accord ou non. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Je termine juste la question que j'ai pas terminé de formuler. Est-ce que vous pensez, vous affirmez que l'OMS préconise aux profs, aux parents, d'enseigner la masturbation à des enfants de 0 à 6 ans? Je dis que l'OMS a un sérieux problème avec la documentation qu'elle a émise. Et tout simplement, BZGA, ce n'est pas l'OMS. L'OMS a récupéré ce que BZGA lui a mis sur la table.
Il y a un problème, il n'y a pas de pédopsychiatre autour de ces questions. C'est l'agence fédérale autour de l'éducation sexuelle allemande qui est venue faire du lobby auprès de l'OMS. Donc il n'y a rien qui dit qu'on doit les suivre. Je vais juste refaire ma question. Est-ce que vous pensez que les standards de l'OMS, parce que vous l'avez évoqué, mais concrètement... Ils font la promotion de la masturbation enfantine précoce, oui. Et vous lisez où ça? 2010. BZGA 2010, rapport de 2010. OMS, BZGA. Les standards de la sexualité en Europe de 2010. Parce que ce que disent les standards, c'est juste... Il y a le tableau, page 40, 37 à 40. C'est quelque chose qui Mais regardez bien ce qui est écrit. Ah, on l'a vu justement. Vous ne savez pas de dire aux enfants de le faire. Non, mais il parle de plaisir, il parle de quoi encore? Il parle de beaucoup de choses. Ils disent que les enfants peuvent éprouver du plaisir, ils peuvent être amenés à se stimuler, des fois ça existe, mais c'est pour reconnaître un phénomène qui peut se produire chez eux. En aucun cas, c'est une recommandation, c'est-à-dire que les enfants peuvent éprouver ça, D'accord. et donc du coup... Soit. Alors, expliquez-nous les Guy d'Evras avec les nudes entre 9 et 11 ans qu'on peut s'envoyer les uns les autres. Alors? Est-ce que c'est pas de la prévention? Pas bon? Pour dire, attention, vous allez... Et tu as le droit, tu dois être consentant. C'est pour insister sur le consentement. Et de toute façon, cette version-là, ça a été retiré. Dans la version finale. Pourquoi ça a été retiré? Je sais pas. Parce que c'est grâce à nous que ça a été retiré. Les parents mobilisés. S'il n'y avait pas eu des parents mobilisés, ça serait passé crème. Donc, il y a quelque chose à... Moi, je vous dis, l'éducation sexuelle, pas en dessous de 14-15 ans, c'est nous qui gérons ça. Par exemple, si les parents veulent que leur enfant, à 12-13 ans, quand il rentre en secondaire inférieur, ait de la sexualité, ait accès aux animations EVRAS, ils signent un document en début d'année. Oui, on veut bien que vous fassiez de l'animation EVRAS à nos enfants de 12-13 ans. Ok, c'est la liberté parentale. En dessous, on ne touche pas. En dessous, on ne touche pas. On n'est pas contre, on n'est pas des extrémistes. On dit juste que la liberté d'expression n'a pas été respectée, la démocratie. Les parents ont été évincés sciemment dans leur littérature. Ça s'appelle un contournement, association de malfaiteurs, enrichissement personnel. Ils ont fait du lobby pour s'enrichir personnellement et mettre toute leur doctrine en labellisant, en évinçant ceux qui faisaient de l'EVRAS et qui étaient catholiques. La labellisation, c'est pour les mettre dehors. Si vous ne faites pas la promotion de l'IVG, vous êtes dehors, vous n'êtes plus labellisé. Il faut comprendre ça. Juste dernière question, qui a gagné de l'argent dans ce cas-là? Les fédérations laïques, la Ligue. Maintenant, on est à 18 millions. Il y a à peu près une vingtaine d'associations. Elles sont subventionnées. Donc, elles ont créé le besoin auprès des politiques. Elles se sont imposées. Ensuite, elles ont fait légiférer les politiques. Et elles ont réclamé de plus en plus sous couvert de toujours de... Et ensuite, maintenant, elles ont exigé des budgétisations beaucoup plus énormes. Et là, on est à du 6 millions. Il y a eu 4 millions qui ont été sortis par la Wallonie et 1 million 2 par la Bruxelles Capitale. Excusez-moi pour toi. Ouais, aussi. Moi, j'ai une dernière question. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Oui. Vous êtes venu accompagné. Avec des parents. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on a eu un mauvais coup avec la RTBF. Et c'est pas qu'on est complotistes, on est juste prudent et qu'on ne veut pas que notre discours soit... Voilà, parce qu'il faut voir ce qu'on nous a fait pendant toute l'année. Hein. Mais moi, j'ai pas peur, parce que je sais prouver tout ce que je dis. Document à l'appui, j'ai même mon ASBL, mon association, le Cercle de la Boétie. Je leur ai dit qu'on se porterait partie civile et qu'on irait au niveau du pénal, en espérant qu'on ait des juges vraiment intègres. C'est pas moi qui vais parler, c'est les papiers qui vont parler. À chaque fois que vous accordez une interview, vous faites filmer l'interview. Oui, je fais comme ça. Et ça a donné lieu à des suites, justement. C'est-à-dire ça a servi de filmer ou ça... Bah oui, mais moi c'est pour les parents, un maximum d'infos, la contre-propagande de l'État qu'on fait. Il faut se protéger. On nous a montré comme des fous furieux, je sais pas. Donc on se protège.
Ça a été violent à vivre, les brasses? Franchement, non, pas pour moi. Il me faut plus que ça. C'est bon pour moi. Merci. Ouais. Merci. Il y a beaucoup d'infos. Moi j'ai 10 petits-enfants, Les enfants ils vont à l'école pour apprendre à lire et écrire. L'éducation des enfants, on laisse aux parents, aux grands-parents. L'éducation pour apprendre à lire et écrire. Tous les enfants de la terre, c'est mes petits-enfants. On ne touche pas aux petits-enfants. Les Parce que la collectivité paye leur salaire. On fasse la guerre chez nous. On paye pas. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp, cher gouvernement.